toujours, l'être humain sait qu'il tient une place spéciale dans l'univers. Centre du monde, joyau de l'évolution, il a levé les yeux vers le ciel. Et puis, il s'est mis à explorer. L'homme a découvert qu'il habitait une planète parmi d'autres dans le système solaire. Un petit point bleu en rotation autour de son étoile. Une planète finalement de taille banale, orbitant autour d'une étoile plutôt blême que les humains ont eux-mêmes classée comme une naine jaune. Une taille ridicule à côté des très nombreuses géantes et supergéantes. Prenez la grandiose Eta Carinae par exemple, une étoile 1 million de fois plus lumineuse que le Soleil. Ou bien la majestueuse Huit Scuti, 5 milliards de fois plus lumineuse. L'univers foisonne d'astres plus notables que le Soleil, étincelles anonymes au pied des hiérarchies stellaires. Pour mesurer les distances immenses entre ces étoiles, l'homme a dû inventer une unité de longueur spéciale, celle parcourue pendant 1 an par une particule de lumière. 10 000 milliards de kilomètres. Une année-lumière est donc à 1 kilomètre, ce qu'un kilomètre est à la taille d'un virus. Et l'univers mesure 80 milliards d'années-lumière. Les étoiles sont incroyablement nombreuses. Une seule galaxie contient entre 100 et 400 milliards d'étoiles. Et les galaxies elles-mêmes sont innombrables. Ce que l'on voit actuellement, ce ne sont pas des étoiles, mais des milliers de galaxies. Pour l'ensemble de l'univers visible, cela représente au total 400 sextillions d'étoiles. Un nombre tellement important que l'être humain peine à le concevoir. Pourtant, ce n'est pas si dur. Il y a autant d'étoiles dans l'univers observable que de gouttes d'eau dans tous les océans de sa planète Terre, ou de grains de sable sur toutes ses plages et ses déserts. Mais cette immensité ne représente elle-même que l'univers observable, cette zone au-delà de laquelle les télescopes humains ne peuvent voir. Une toute petite partie de l'univers réel. L'homme habite la banlieue lointaine d'une galaxie anodine, perdu dans un univers si vaste qu'il ne peut même pas le concevoir dans son ensemble. Face à ces échelles astronomiques, ne serait-il pas insignifiant ? Pour le célèbre astronome et astrophysicien Carl Sagan, nous découvrons que nous vivons sur une planète insignifiante, d'une étoile banale, perdue dans une galaxie rangée dans un coin oublié d'un univers dans lequel il y a bien plus de galaxies que de personnes. Il est de loin préférable de saisir l'univers tel qu'il est, réellement, que de persister dans l'illusion, aussi satisfaisante et rassurante soit-elle. Ce qui devrait nous conduire à une certaine humilité épistémique et éthique. Loin d'être au centre de l'univers, ni même au centre d'une galaxie, nous sommes à côté d'une petite étoile en périphérie, le Soleil, qui est ici, sur une petite planète, où il existerait quelque chose qui n'existe absolument nulle part dans l'univers, et qu'on appelle le libre arbitre, qui serait là. Bien qu'issus de l'évolution du vivant, nous posséderions une capacité extraordinaire qu'aucune autre forme de vie n'aurait, la liberté de la volonté, ce qu'on appelle par ailleurs le libre arbitre. Pour les humains, il existe 2 conceptions, 2 visions du monde. Et chacun a nécessairement une vision du monde plus ou moins consciente, mêlant intimement ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas. Dans ce que l'on ne sait pas, le spiritualisme, il y a notamment tout ce qui concerne la religion, et notamment quelle est la bonne religion, quand on sait qu'il y a historiquement plus de 4000 dieux différents,
Comment choisir entre les promesses de vie après la mort, à travers la métempsychose, la présence de l'enfer, du paradis? Y a-t-il 70 vierges qui attendent les martyrs? Choix aussi sur le rituel alimentaire, obligatoire ou non, différent. Doit-on accepter la circoncision, l'appel à tuer les mécréants, statut des femmes souvent problématique, sans compter le statut discriminatoire des homosexuels, etc. Et puis, il y a ce qu'on sait, notamment le matérialisme, naturalisme ou physicalisme, où tout ce qui existe est matière et qu'il n'existe rien d'autre, qui sont des méthodes scientifiques donnant des résultats extraordinaires, constants, universels, et qui associent la notion de déterminisme plus l'indéterminisme quantique avec un chouïa de probabilité qu'on appelle stochastique. Tout ça dans le cadre d'un chaos déterministe. Se pose alors la question, aussi simple qu'essentielle, quel est le choix le plus rationnel entre ces deux options? Baser ses jugements et croyances sur ce que l'on sait ou sur ce que l'on ne sait pas. Il existe traditionnellement deux objections du spiritualisme versus le matérialisme. Ce sont notamment la notion de création et d'émergence. En effet, le matérialisme met en avant l'axiomatique des causes et des conséquences. Ce à quoi le spiritualisme demande au matérialisme, chaque chose ayant au moins une cause, il faut bien un créateur de l'univers, et donc Dieu. Ce à quoi le matérialisme répond, oui, mais alors, quelle est la cause de Dieu? On se retrouve alors dans une aporie, c'est-à-dire une impossibilité de répondre rationnellement, le spiritualisme mettant en avant la foi, indémontrable par construction, quand le naturaliste dira qu'il ne sait pas, en l'état actuel des connaissances scientifiques. L'autre objection habituelle du spiritualisme est la notion d'émergence. Comment se peut-il qu'à partir de la matière, il y ait l'émergence de la vie, du langage humain, de l'art? Tout ça est impossible du point de vue matérialisme. La matière ne peut pas faire éclore, en quelque sorte, des choses aussi complexes à partir de particules inanimées. Ce à quoi le naturaliste répondra que du simple peut émerger le complexe dans le cadre du matérialisme et de l'évolution. Parmi les nombreux exemples montrant la genèse du complexe à partir de règles simples, le jeu de la vie de Conway et son prolongement Lénia sont des modèles mathématiques tout à fait surprenants et démonstratifs. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une simulation informatique incroyable qui semble capable de générer des créatures virtuelles à partir de presque rien. Elle s'appelle Lénia et on peut la voir comme une sorte d'extension du jeu de la vie. Le jeu de la vie, vous vous en souvenez peut-être, c'est une simulation imaginée par John Conway dans les années 1970 et à laquelle j'avais consacré toute une vidéo. Eh bien, Lénia, c'est encore plus fort et encore plus beau que le jeu de la vie. Lénia, tout comme le jeu de la vie, appartient à ce domaine de recherche qu'on appelle la vie artificielle. L'objectif de cette discipline, c'est de créer des systèmes artificiels dont les comportements se rapprochent de ceux qu'on retrouve dans les systèmes vivants. Et cela peut se faire de différentes façons. Soit en étudiant des réactions chimiques simples dont les interactions miment les processus du vivant, soit en essayant de créer des machines capables par exemple d'évoluer et de se reproduire de façon autonome, ou bien de façon plus accessible en créant des simulations informatiques qui imitent le vivant. Mais attention, quand je parle d'une simulation qui imite le vivant, je ne parle pas d'animer un personnage dans un jeu vidéo. Ce qu'on cherche à faire, c'est à créer de l'émergence. C'est-à-dire qu'on veut partir d'un système simple avec des règles élémentaires, mais qui, quand on le simule, produisent des comportements macroscopiques inattendus. C'est comme ça que fonctionne la vie telle qu'on la connaît, c'est un phénomène émergent. À la base du vivant, il y a simplement, si on peut dire, un grand nombre de réactions chimiques, mais dont la combinaison va faire émerger des processus complexes, allant jusqu'à l'auto-organisation des organismes vivants. Aujourd'hui, on va donc essayer d'explorer cette idée d'émergence, mais à partir de règles informatiques simples, capables, quand on les simule,
d'engendrer des comportements complexes. Et pour ça, revoyons déjà comment fonctionne le jeu de la vie. J'y avais consacré toute une vidéo que je vous invite à regarder, mais je vais quand même rappeler les bases. Tout d'abord, le jeu de la vie, ça n'est pas vraiment un jeu, puisqu'il n'y a pas de joueur à proprement parler. C'est juste une simulation qui obéit à ses propres règles et qu'on peut faire tourner sur un ordinateur. Pour ça, on part d'une grille, aussi grande qu'on le souhaite, et dont chaque case représente une sorte de cellule virtuelle qui peut être soit vivante, soit morte. Ici, je vais représenter les cellules mortes en noir et les vivantes en jaune. Et ensuite, on va les faire évoluer au tour par tour avec deux règles très simples. À chaque tour, pour chaque cellule, on regarde ses 8 voisines et on compte combien il y en a de vivantes. La première règle, c'est qu'une cellule vivante a besoin de 2 ou 3 voisines pour se maintenir en vie. On peut dire qu'en dessous de 2, elle meurt d'isolation, mais qu'à partir de 4, elle meurt de surpopulation. La deuxième règle, c'est que si une case vide est entourée par exactement 3 voisines vivantes, elle devient vivante. Et voilà, c'est tout. À chaque tour, pour chaque cellule, on compte les voisines et on applique ces deux règles pour faire évoluer la grille. Pour voir ce que ça donne, on va partir d'une configuration initiale tirée au hasard, par exemple celle-ci, et on va simuler tour après tour. Et voici le genre de choses qu'on obtient. Au début, ça semble assez aléatoire, mais peu à peu, on voit des choses intéressantes émerger. Déjà, il y a des structures isolées qui semblent stables, comme celles qu'on voit ici ou là. Ensuite, il y a des motifs qui oscillent entre deux états. Et puis, encore plus intriguant, on a des structures qui semblent se déplacer en diagonale. On les surnomme des planeurs. Et ce qui est absolument fou avec ces planeurs, c'est qu'ils émergent des règles microscopiques. À aucun moment dans le code, on ne dit de prendre telle structure et de la déplacer sur la grille. Il n'y a aucune notion de déplacement dans les règles du jeu de la vie. Le mouvement apparent des planeurs émerge des règles d'évolution microscopiques. Depuis les années 70, on a trouvé avec le jeu de la vie toute une zoologie de motifs localisés de plus en plus complexes, et ayant des propriétés intéressantes comme le fait d'être stable, d'osciller ou de se déplacer. Et même des motifs encore plus riches, comme ces structures capables d'engendrer des planeurs. Alors il y a plein d'exemples très jolis, je ne vais pas tous vous les montrer, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo dédiée si vous ne l'avez pas déjà vue. Car aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est aller plus loin. Une chose qu'on peut déjà se demander, c'est est-ce qu'on peut modifier les règles du jeu de la vie pour avoir des choses encore plus intéressantes? Pourquoi ces deux règles spécifiquement? Qu'est-ce qui se passe si on en essaye d'autres? La règle usuelle, on la surnomme parfois B3S23. B3 pour Born avec 3 voisines et S pour Survive avec 2 ou 3 voisines. Mais quid des autres règles possibles? Par exemple, je sais pas, B34 et S125, ça donnerait quoi? Eh bien, ça ne produit rien d'aussi intéressant. Il existe en principe 2 puissance 18 règles possibles, soit environ 260 000 possibilités. Mais la plupart conduisent à des situations sans intérêt, comme l'envahissement de la grille par des cellules vivantes ou au contraire la destruction totale. Et très peu de règles donnent des phénomènes de structure localisée. Et rien d'aussi simple et beau que les règles originelles du jeu de la vie. Mais dans ce cas, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'aller plus loin, de généraliser les principes du jeu de la vie? Eh bien, c'est ce que fait l'ENIA. Pour comprendre comment on va construire l'ENIA, il faut réaliser que le jeu de la vie est ce qu'on appelle une simulation discrète. Discrète, ici, c'est dans le sens mathématique du terme, ça signifie qu'il n'est pas continu. Et on va essayer de s'affranchir de ça. Déjà, dans le jeu de la vie, les cellules ont un état discret, elles sont soit vivantes, soit mortes, mais pas entre les deux. Eh bien, pour aller plus loin, on va maintenant autoriser n'importe quelle valeur entre 0 et 1. Ça veut dire qu'une cellule pourra valoir par exemple 0,67 ou 0,08. Si on tire chaque valeur au hasard pour la situation de départ, on aura donc quelque chose de ce genre. Ici, pour la représentation, j'ai utilisé une échelle de couleurs qui va du noir au jaune pour représenter les valeurs entre 0 et 1. Et la valeur dans chaque case, vous pouvez la voir comme un niveau de vie de la cellule, ou une concentration d'une certaine substance vitale. Bon, mais si maintenant chaque cellule peut avoir une valeur continue entre 0 et 1, comment on peut adapter les règles d'évolution? Pour le comptage des voisines, on peut garder la même idée, mais faire cette fois la somme des valeurs des 8 voisines. La seule différence, c'est qu'au lieu de récupérer un nombre entier, on va avoir un nombre réel compris entre 0 et 8, et qui va représenter le voisinage de la cellule.
Il va donc falloir adapter les règles, on ne peut plus se contenter de dire que la cellule survit avec 2 voisins et apparaît avec 3. Il faut imaginer un truc continu. Par exemple, avec une courbe de ce genre qui donne le nouvel état en fonction de la somme des voisines. Sur cette courbe, ça veut dire par exemple qu'une cellule qui a une somme de voisines de 2,5 recevra la nouvelle valeur 0,75. Mais on peut imaginer tout un tas de formes différentes pour cette courbe. Donc avoir un état continu pour les cellules, c'est jouable. En revanche, pour l'instant, l'écoulement du temps, lui, est toujours discret. On avance au tour par tour, comme dans le jeu de la vie. Mais on pourrait chercher aussi à le rendre continu pour pouvoir le faire avancer petit à petit. Pour ça, il faut modifier un peu le sens de cette courbe qui indique quoi faire en fonction de la somme des voisins. On va l'interpréter non pas comme le nouvel état de la cellule au tour suivant, mais comme son taux de croissance. Par exemple, ici, avec une valeur de 2,5 en somme des voisins, on a la valeur de 0,5. Ça veut dire que la croissance sera de 0,5 par tour. Mais si on veut faire avancer le temps de seulement un demi-tour, ou un quart de tour, ou même un millième de tour, on peut. On applique le taux de croissance pendant la durée indiquée, et on peut traiter le temps comme s'il était continu. Et bien sûr, sur cette courbe, quand on a des valeurs négatives, ça indique une décroissance de la cellule. Par exemple, quand il y a trop ou trop peu de voisinage. Évidemment, une petite subtilité, c'est qu'avec cette idée de taux de croissance, on peut se retrouver avec des cellules qui dépassent la valeur de 1, ou qui au contraire vont finir en dessous de 0. On ajoute donc juste une règle supplémentaire qui dit qu'on limite les valeurs entre 0 et 1. À ce stade, les états des cellules sont continus, et le temps est continu. Eh bien, la dernière étape, c'est de rendre l'espace continu. Comment éviter cette idée de division un peu arbitraire en cellules? Eh bien, on va remplacer la règle de compter les voisines immédiates par une règle du genre compter toutes les cellules dans une certaine zone. Par exemple, pour chaque point, on pourrait calculer la moyenne des valeurs des cellules situées dans un certain rayon R tout autour. La notion de voisine immédiate disparaît et est remplacée par une idée de proximité. Encore mieux, on pourrait faire la moyenne dans une certaine zone en anneaux comme ça. Ça se rapprocherait de ce que fait le jeu de la vie, où en comptant les voisines immédiates, on regarde une sorte d'anneau autour de la cellule. Alors techniquement, calculer la moyenne des voisines en pondérant de cette façon, c'est ce qu'on appelle appliquer un filtre. Et alors, je vous passe les détails mathématiques, mais cette idée de compter avec un filtre, ça s'appelle une opération de convolution. Et ça s'écrit très bien, de façon parfaitement continue, sans qu'il y ait besoin de diviser explicitement le monde en petites cellules. Alors, évidemment, pour faire le calcul, on va quand même devoir découper le monde en cases, mais on pourra choisir ces cases aussi petites qu'on le souhaite. Et on s'est donc affranchi de l'idée d'un espace forcément fait de cellules discrètes de taille fixe. Alors résumons où nous en sommes. Je vous ai proposé 3 changements, 3 manières de généraliser le jeu de la vie. Prendre des valeurs continues entre 0 et 1 dans les cellules, sonder le voisinage en utilisant un filtre, par exemple un filtre en anneau, et passer le résultat dans une fonction de croissance qui va déterminer un taux d'évolution de la cellule. Et ces 3 idées constituent les principes de base de l'ENIA, et forment ce qu'on appelle un automate cellulaire continu. Alors si ça vous intéresse, j'ai écrit un code Python pour montrer comment on fait toutes ces adaptations, je le partagerai en description. Et cette formulation ouvre plein de nouvelles possibilités pour essayer de trouver des règles qui engendrent des comportements émergents intéressants. Tout ce qu'il faut faire, c'est choisir un filtre, choisir une fonction de croissance et simuler. Et ben, c'est parti! Les principes de l'ENIA ont été décrits pour la première fois par le chercheur Bert Chan en 2019. Il a notamment montré qu'en choisissant bien les règles, on pouvait retrouver toute une zoologie de motifs comme dans le jeu de la vie. Des motifs qui ressemblent vraiment à des créatures virtuelles. Par exemple, prenons un simple filtre en anneau et une fonction de croissance qui est une forme gaussienne comme ça. On retrouve bien l'idée qu'il y a une sorte de zone de croissance, mais qu'avec trop ou trop peu de voisinage, il y a une décroissance due à l'isolation ou à la surpopulation. Et avec ça, regardons la configuration initiale suivante. Une simple tâche. Ici, la valeur de chaque cellule est donc représentée par une couleur qui va du noir au jaune en passant par le violet. On a des cellules qui ont des valeurs proches de 1 au centre et ça décroît quand on s'éloigne. Si on lance la simulation à partir de cette situation initiale, voici ce qu'on obtient.
il se passe quelque chose d'intéressant. On voit que ça évolue, que des motifs se forment, et qu'ils envahissent en quelque sorte l'espace disponible, jusqu'à se stabiliser. Alors ça n'est pas tout à fait comme dans le jeu de la vie, mais c'est prometteur. Maintenant, considérez la configuration initiale suivante. Le motif que vous voyez ici a été découvert par Bertchan et baptisé Orbium. C'est toujours le même code couleur, hein, jaune pour les valeurs élevées, violet-orange pour les intermédiaires et noir quand c'est faible ou nul. Si je lance la simulation avec les mêmes paramètres de filtre et de croissance qu'avant, voici ce que j'observe. Le motif se déplace. Et à nouveau, hein, j'insiste pour ceux qui trouveraient ça banal, en fait, à aucun moment dans les règles, on a codé une notion de déplacement. Le déplacement émerge des règles microscopiques, comme c'était le cas avec le planeur dans le jeu de la vie. Ah oui, et petit détail, notez au passage que depuis le début, j'utilise sans le dire ce qu'on appelle des conditions périodiques. Les cellules d'un bord sont considérées comme en contact avec celles du bord opposé. Donc quand l'orbium sort d'un côté, il re-rentre de l'autre. L'orbium est amusant car on dirait vraiment une créature, hein, comme une sorte de mollusque avec une structure interne, et notamment ce qu'on appelle en biologie une symétrie bilatérale. Pour comparaison, je vous redessine à la même échelle le filtre en anneau qu'on utilise pour compter les voisines. Et c'est intéressant d'en faire une interprétation comme une sorte de faculté sensorielle. D'une certaine façon, le filtre permet à chaque point de la créature de sentir son voisinage à une certaine distance et d'évoluer en fonction. Alors malgré tout, l'orbium est un motif qui reste assez exceptionnel et plutôt fragile. Si vous partez d'une configuration initiale aléatoire, vous allez toujours retrouver les mêmes motifs qu'on avait avec la tâche, même si la façon dont ces motifs progressent est quand même intéressante. Et pour avoir des créatures encore plus riches et impressionnantes, il va falloir un peu améliorer les règles de base. Une première amélioration simple, c'est d'utiliser un filtre plus complexe, composé par exemple de plusieurs anneaux d'intensité différentes. Cela revient d'une certaine manière à pouvoir sentir le voisinage à différentes distances. Avec cette règle, on peut voir émerger cette créature baptisée Hydrogénium. On retrouve une symétrie bilatérale, et cette fois le déplacement n'est plus totalement linéaire comme avec l'orbium, ou le planeur du jeu de la vie. On voit la créature tourner légèrement d'un côté puis de l'autre. Dans cet exemple, on a donc utilisé un filtre plus complexe, mais toujours la même fonction de croissance. Mais on peut également choisir d'utiliser plusieurs filtres ayant chacun sa propre fonction, et de sommer les contributions. Cela permet des comportements différenciés en fonction de ce qui est senti en quelque sorte par les filtres aux différentes distances. Voici un exemple d'une créature obtenue avec un système de ce genre. Elle ressemble à un orbium, mais on retrouve ce déplacement non linéaire qu'on avait avec Hydrogénium. Mais l'amélioration la plus intéressante, ça consiste à utiliser plusieurs canaux. Depuis le début, je vous ai dit que les valeurs qu'on représente, qui sont comprises entre 0 et 1, on peut les interpréter soit comme des intermédiaires de niveau de vie, soit comme par exemple la concentration d'une certaine espèce chimique. Mais s'il pouvait y avoir plusieurs espèces chimiques présentes, c'est-à-dire que dans chaque case, on ne stocke pas une seule valeur entre 0 et 1, mais plusieurs, disons 3 valeurs indépendantes. Ça veut dire qu'on pourrait avoir des endroits qui contiennent beaucoup d'une substance, mais peu des deux autres, ou l'inverse. Pour visualiser ce qu'on a quand on a 3 valeurs, c'est plus compliqué qu'avant, mais on peut utiliser une représentation en rouge, vert et bleu. Voici un exemple. Ce que vous voyez ici, c'est un motif de départ, où dans chaque pixel, on a stocké 3 valeurs. Une qu'on représente en rouge, l'autre en vert et la dernière en bleu. Et la couleur de chaque pixel résulte du mélange des trois. Et donc par exemple les zones magenta contiennent du rouge et du bleu, celles qui sont jaunes c'est du vert et du rouge, et puis en blanc ce sont les pixels où on a les 3 substances présentes en quantité proche de 1. On dit donc qu'on a maintenant 3 canaux de simulation. Ensuite, il faut adapter les règles pour tenir compte de ces multiples canaux. En pratique, on va permettre à chaque canal de sentir les autres avec un filtre dédié et d'y réagir par une fonction de croissance. On imagine par exemple que le canal bleu soit capable de sentir le canal vert dans son voisinage et que le vert sente à la fois, disons, le bleu et le rouge. En créant ainsi plusieurs filtres qui connectent les différents canaux, on peut voir émerger des comportements très intéressants. Par exemple ici, voici ce qu'il se passe avec ma configuration initiale. C'est vraiment très chouette, hein. On voit notre motif se déplacer et se séparer en deux pour former une structure mobile plus grande et symétrique.
C'est assez dingue, hein, c'est presque comme une sorte de division cellulaire. Il existe encore toute une zoologie de motifs qui ont été mis en évidence. Je vous renvoie aux vidéos de Bert Chan sur sa chaîne YouTube. Mais vous voyez déjà avec mes quelques simulations que l'ENIAC est un système extrêmement riche et intéressant qui promet d'étendre beaucoup ce qu'on arrivait à faire avec le jeu de la vie de Conway. La principale difficulté, c'est que l'ENIAC est tellement riche que l'espace des possibilités est énorme. Entre les filtres, les fonctions de croissance, le nombre de canaux et les configurations de départ, la quantité de choix de paramètres à effectuer est considérable avant d'espérer peut-être trouver une créature intéressante. Au départ, la seule solution disponible consistait à essayer des trucs au hasard et à chercher à la main si on trouvait des motifs intéressants, prometteurs, ce qui est évidemment très fastidieux à la longue. Mais ces dernières années, une équipe de l'INRIA à Bordeaux a eu l'idée d'adapter des méthodes de machine learning pour cette tâche. Le machine learning, c'est cette discipline qui s'intéresse à la façon dont des algorithmes peuvent apprendre. Et c'est notamment ce qui est à la base de la révolution actuelle en intelligence artificielle. J'en ai parlé de nombreuses fois sur la chaîne. Si vous connaissez un peu le fonctionnement des réseaux de neurones, il y a peut-être des choses dans l'ENIAC qui vous ont interpellé. On parle de filtre, d'une fonction de croissance qui vient en quelque sorte activer le signal après filtration. Ça ressemble pas mal au vocabulaire des réseaux de neurones, et notamment de ce qu'on appelle les réseaux récurrents, dans lesquels ce qui sort du réseau lui est réinjecté en entrée. L'ENIAC, dans sa forme originelle, n'a pas exactement la bonne structure, mais il a été possible d'adapter sa paramétrisation pour la rendre plus similaire à certaines architectures de réseaux de neurones. Et cela a ouvert la porte à l'utilisation de tout un arsenal de techniques permettant d'explorer efficacement l'espace des possibilités. Ainsi, l'équipe Flowers de l'INRIA a utilisé des méthodes qu'ils avaient initialement mises au point pour l'entraînement des réseaux de neurones. Des méthodes s'inspirant de notions de psychologie du développement et de neurosciences, comme la curiosité et la motivation intrinsèque. Alors il faudrait vraiment que je consacre une vidéo à ces méthodes, mais il faut savoir qu'elles se prêtent très bien à la découverte de nouvelles structures intéressantes dans l'énorme espace des paramètres de l'ENIAC. Et c'est ainsi qu'ont été découverts d'autres motifs encore plus intrigants. Par exemple celui-ci, qui arrive à naviguer autour d'obstacles, à les contourner. Et même à parcourir un labyrinthe. Un point faible des premiers motifs l'ENIAC, c'était leur stabilité. Comme dans le jeu de la vie, la moindre modification pouvait les détruire. Mais on connaît maintenant des motifs qui résistent très bien aux perturbations. Par exemple, qui sont capables de se reconstituer si on les endommage, si on injecte du bruit, ou bien s'ils sont attaqués par des balles virtuelles. Certains de ces motifs sont aussi capables de se déplacer en fonction de la présence d'un certain signal sur un canal. C'est un phénomène qui se rapproche de ce qu'on appelle la chimiotaxie chez les bactéries, et qui leur permet de diriger leurs mouvements en fonction de la concentration de certaines espèces chimiques. Et aussi, bien sûr, on a trouvé plus de motifs capables de se reproduire, une des caractéristiques les plus importantes de la vie, avec même, comme ici, un cas de reproduction de deux individus qui en engendrent un troisième. En ajustant encore les règles de base de l'ENIAC, les scientifiques ont pu plus facilement découvrir des formes stables et même les mettre en compétition dans une sorte d'écosystème virtuel et observer des premiers éléments de sélection naturelle. Ces dernières années, l'ENIAC s'est imposé comme l'un des systèmes de vie artificielle les plus prometteurs, permettant d'étudier avec un nombre restreint de règles certains phénomènes émergents qui caractérisent la vie au sens large. On l'a vu, ces découvertes ont été grandement accélérées par l'adaptation de ces méthodes de machine learning qui facilitent l'exploration de l'espace des paramètres. Et il est vraisemblable que le panel de créatures virtuelles continue de s'enrichir dans les années à venir. Merci d'avoir suivi la vidéo, un merci tout particulier aux chercheuses et chercheurs de l'équipe Flowers de l'INRIA, avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger. Je vous mets plein de références en description.
Abonnez-vous à la chaîne, je continue de le dire, car YouTube diffuse de moins en moins mes vidéos, c'est dommage. Et en attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Entre spiritualisme et matérialisme, il existe une autre façon de trancher, et c'est le cas de le dire, en utilisant ce qu'on appelle le rasoir d'Occam, qui est un principe de raisonnement philosophique et scientifique, et qui dit, parmi plusieurs hypothèses possibles pour expliquer un phénomène, il faut choisir la plus simple, c'est-à-dire celle qui fait intervenir le moins d'entités ou de causes non nécessaires. C'est ce qu'on appelle aussi le principe de parcimonie. Si l'on utilise le rasoir d'Occam entre les deux théories, entre les deux visions du monde, c'est le naturalisme scientifique qui est le plus simple, qui permet de comprendre le monde et d'agir sur lui grâce à l'existence et à la compréhension des lois naturelles. En regard, le spiritualisme, est tout sauf universel, ne permet pas d'agir sur le monde et suppose l'existence d'entités recluses dans un au-delà, un arrière-monde dont nous n'avons pas le début de commencement d'une preuve. Essayons de synthétiser ce que nous avons vu et préciser en quoi cette question de vision du monde est essentielle pour chacun et pour notre vie en commun. Il y a donc d'un côté la vision spiritualiste ou idéaliste, qui considère qu'il existe une réalité avec des lois naturelles, utilisées par chacun, tous les jours, dont même les scientifiques croyants, puisqu'ils ne font de la science que grâce à ces lois naturelles, que tous recherchent en permanence, en travaillant en médecine, en astronomie, dans différentes technologies, en physique classique comme quantique, dans le cadre de l'évolution darwinienne, etc. Les points d'interrogation sont là pour montrer le champ des recherches entre connu et inconnu. La particularité du spiritualisme tient au fait qu'il y aurait certes des lois naturelles, mais pas que. Notamment des entités différentes d'un sujet spiritualiste à l'autre existeraient dans un arrière-monde, un au-delà, un surnaturel que personne ne peut définir rationnellement, évidemment. Par exemple, le monde des idées de Platon, l'astrologie, l'existence du Yéti, la métempsychose, les licornes, les nombreuses religions avec paradis, enfer, l'existence de l'âme, la dualité corps-esprit, chère à Descartes, est totalement abandonnée depuis, et notamment ce qui va nous intéresser par la suite au plus haut point, c'est-à-dire la notion de libre arbitre. De l'autre bord, nous trouvons le naturalisme, matérialisme ou physicalisme, qui considère que la seule réalité observable, testable, compréhensible, mérite l'attention et que le spiritualisme, dans sa composante surnaturelle, est au pire une ineptie, au mieux un concept échappant à la science, une affaire de foi, de lieu de naissance, de culture locale, sans aucune efficacité autre qu'un support pour la consolation et le désir d'éternité. Ces deux visions concurrentes, différentes, sont finalement respectables tant qu'elles restent dans les périmètres des lois que la société se donne. Chacun doit pouvoir croire en ce qu'il veut, sans obliger l'autre à partager sa croyance. Et c'est bien là toute l'intelligence humaniste de notre laïcité. Un point pourtant chagrine ce bel ordonnancement. Dans le cadre de la vie sociale, seule la vision naturaliste, matérialiste, devrait être promue car c'est la seule part de vision commune aux spiritualistes et aux naturalistes. Or, le libre arbitre, ou volonté libre, est un concept omniprésent dans nos sociétés, tout en étant de l'ordre du surnaturel, comme nous le verrons par la suite. Qui plus est, dans le cadre d'une mondialisation en marche, malgré quelques soubresauts, le naturalisme est le seul paradigme pouvant relier l'ensemble des cultures de par son caractère universel. Mais je vois bien que tout cela mérite quelques éclaircissements dans les prochaines vidéos.